Chers élèves, ravi de vous retrouver pour une nouvelle séance qui s'inscrit toujours dans le module numéro 1 qui tourne autour de la boîte à merveilles d'Ahmed Safraoui. Cette séance d'activité de langue sera consacrée à étudier l'intérêt du discours direct et du discours indirect pour la narration. Le support que nous avons choisi pour cette séance est constitué de deux petits extraits pris dans l'œuvre en question. Le premier texte appartient au chapitre 3. Vous le trouverez à la page 42. Il commence par « Nous étions, ma mère et moi » et il va jusqu'à « plus accueillante et plus gaie ». Le second passage est également extrait du chapitre 3. Vous le trouverez à la page 44. Il commence par « la table débarrassée » et va jusqu'à « s'amasser dans les angles ». Nous essayerons à travers ces deux petits textes d'abord d'identifier la situation d'énonciation, puis de repérer le discours direct et le discours indirect dans les deux textes. Enfin, nous tenterons de comprendre l'intérêt de ces deux types de discours pour la narration. Avant la lecture des deux textes, je vous rappelle d'abord que ces deux passages renvoient au même épisode, à savoir l'achat de la lampe à pétrole. Laila Zoubida, qui a découvert que sa voisine Fatma al-Bziouia a acheté une lampe à pétrole, a été prise par une crise de jalousie. Elle va donc demander à son mari de lui offrir une lampe à pétrole identique à celle de sa voisine. On va donc essayer de lire le texte ensemble, mais en faisant attention à un certain nombre d'indices qui vont nous permettre de relever la situation d'énonciation dans le texte. Ces indices sont bien sûr les personnages en présence dans le texte, le sujet abordé et bien sûr le lieu et le temps dans lesquels les événements ont eu lieu. Nous étions, ma mère et moi, complètement éblouis. Ma mère dit enfin « Ta lampe éclaire bien, mais n'y a-t-il pas de danger d'explosion, des risques d'incendie? On dit aussi que le pétrole sent très mauvais. » Bziouia risqua timidement. « Je ne crois pas qu'il y ait de danger. Plusieurs personnes du quartier se servent maintenant de ces lampes. Elles en paraissent très satisfaites. Vous devriez en acheter une. La chambre paraît plus accueillante et plus gaie. » On va d'abord commencer par les personnages. Qui sont les personnages présents dans ce passage? À chaque fois, je vais vous accorder un petit moment de réflexion. Il s'agit de Sidi Mohamed, le personnage narrateur, de sa maman Laila Zoubida et de leur voisine d'en face, Fatma Bziouia. Deuxième question. De quoi parle-t-on dans ce texte? Quel est l'objet de la discussion? Je suis sûr que vous l'avez deviné, il s'agit de la découverte de la lampe à pétrole par Laila Zoubida et par le narrateur. Où se déroule l'action dans ce passage? L'action, bien sûr, se déroule dans la chambre de Fatma al-Bziouia, la voisine. Et puis, à quel moment de la journée cela a eu lieu? Vous l'avez certainement deviné, c'est le soir.
Passons maintenant au texte numéro 2. La table débarrassée, ma mère nous servit du thé à la menthe et parla des menus événements de la journée. Mon père sirotait son thé et répondait rarement. La lumière baissa une seconde. Ma mère moucha la bougie avec une paire de ciseaux rouillés. Elle en profita pour déclarer que les bougies devenaient de moindre qualité, qu'il en fallait une tous les 3 jours et que la pièce paraissait lugubre avec toutes ces ombres qui s'amassaient dans les angles. On va suivre donc le même système. Qui sont les personnages présents dans ce deuxième texte? Un petit moment de réflexion. Exactement, il s'agit de Sidi Mohammed, toujours le narrateur, sa maman Lalla Zoubida et cette fois son père Ma'alem Abdeslam. De quoi parle-t-on dans ce deuxième texte? Voilà, on parle de l'envie de Lalla Zoubida d'avoir une lampe à pétrole. Elle va d'ailleurs essayer de persuader son mari de lui en acheter une. Alors, où se passe l'action? Est-ce qu'on est toujours dans la chambre de Fatma al-Bziouya? Eh bien non, cette fois, nous sommes dans la chambre de Lalla Zoubida, c'est-à-dire dans la pièce occupée par la famille du narrateur. Enfin, à quel moment de la journée se passe l'action? Nous sommes toujours le soir. Essayons maintenant de récapituler tout ceci dans le tableau que vous avez sur l'écran. Pour le texte numéro 1, nous sommes en présence de Sidi Mohammed, de sa maman Lalla Zoubida et de leur voisine Fatma al-Bziouya. On découvre la lampe à pétrole, la nouvelle acquisition de la voisine. Nous sommes bien sûr dans sa chambre, qui est extrêmement éclairée de manière inhabituelle ce soir-là. Et puis nous sommes le soir, comme on a pu le voir tout à l'heure. Pour le texte numéro 2, les personnages ont légèrement changé. Sidi Mohammed et Lalla Zoubida sont toujours là, mais cette fois, c'est avec Ma'alem Abdeslam que va s'entretenir Lalla Zoubida. Le sujet est presque le même, mais on est passé de la découverte de la lampe à l'envie d'en acquérir une. Nous sommes passés aussi de la chambre de Fatma al-Bziouya à la chambre familiale, c'est-à-dire la chambre de Lalla Zoubida. Et puis pour le moment de la journée, nous sommes toujours le soir. Essayons maintenant de faire un petit rappel à propos de notions que vous avez certainement déjà vues dans une séance précédente autour du discours direct et du discours indirect. Vous avez vu cela lors de la séance sur la transformation indirecte. Pour le discours direct, les paroles des personnages sont présentées dans leur état d'origine, sans y apporter la moindre modification. Les indicateurs spatio-temporels correspondent toujours à la situation dans laquelle l'énoncé a été produit. Contrairement au discours indirect, dans lequel les paroles des personnages sont reformulées et on voit l'apparition d'une proposition subordonnée complétive, alors que les indicateurs spatio-temporels se rapportent cette fois non pas à la situation dans laquelle l'énoncé a été produit, mais plutôt à la situation d'énonciation du rapporteur du discours. Je vous rappelle également qu'il n'y a pas que ces deux types de discours,
c'est-à-dire le discours direct et le discours indirect. Nous en avons d'autres types, comme par exemple le discours indirect libre et le discours narrativisé. Pour cette séance, nous allons nous en tenir à ces deux types de discours, c'est-à-dire le discours direct et le discours indirect, qu'on va essayer de repérer dans les textes et surtout qu'on va essayer de rattacher à une fonction dans l'entreprise narrative. Ceci dit, passons maintenant à l'analyse des textes. La première question que je vais vous poser, c'est qui parle à qui et de quoi? Vous avez pu voir dans le texte le mot ma mère et le mot bziouya. Donc nous sommes en présence de deux personnages féminins, la maman et la voisine, qui parlent d'une lampe. C'est la lampe à pétrole, la nouvelle acquisition de la voisine. Voilà. Donc la maman du narrateur s'adresse à Fatma al-Bziouya à propos de sa nouvelle lampe à pétrole. Deuxième question, où était le narrateur pendant ce temps et quel rôle jouait-il? Quand on observe le texte, on voit par exemple « ma mère et moi », c'est-à-dire que le narrateur a accompagné sa maman dans la chambre de la voisine. D'ailleurs, c'est ce qui se passe toujours. Il est toujours à côté de sa maman et c'est pourquoi il peut nous raconter tous les petits détails de la vie à Dar Chouafa. Donc, on va dire que le narrateur a assisté à la conversation entre les deux femmes en tant que témoin. À votre avis, quels sont les verbes qui introduisent les paroles rapportées? Puisque chaque parole rapportée a besoin d'un verbe de parole, justement, pour l'introduire. Alors, dans le texte, on peut repérer, vous l'avez certainement fait, deux verbes introducteurs. Le premier, c'est le verbe dire. Le second, c'est le verbe risquer, qui ont bien sûr des nuances de sens. Alors, le narrateur a utilisé deux verbes introducteurs. Ma mère dit, bziouya risqua. Quel temps verbal, à votre avis, est le plus utilisé par les deux femmes? Je vous laisse un petit moment pour revoir un peu le texte. Bien, vous avez pu relever le verbe éclairer, le verbe avoir, le verbe dire, le verbe sentir, le verbe croire, le verbe se servir et le verbe paraître à deux reprises. Tous ces verbes, vous l'avez certainement remarqué, sont conjugués au temps du présent de l'indicatif. Enfin, à quoi renvoient les indicateurs spatio-temporels utilisés? Nous en avons deux dans le texte. Regardez le dernier paragraphe. Du quartier, qui renvoie au lieu, et maintenant, qui renvoie au temps. Ces deux indicateurs, du lieu et de temps, renvoient au lieu et au moment de l'énonciation, c'est-à-dire le lieu et le moment dans lesquels l'énoncé a été produit. Voilà donc une récapitulation de tous les indices qu'on vient de relever dans le texte numéro 1. Vous avez en soulignement les trois personnages présents dans ce texte. Vous avez en couleur verte les deux verbes introducteurs du discours. Vous avez en couleur bleue l'ensemble du discours des deux femmes. Vous avez en couleur noire et en gras les verbes conjugués au présent de l'indicatif. Et vous avez en couleur rouge tous les indices qui renvoient à la situation d'énonciation,
c'est-à-dire au personnage, au lieu et au temps également, et bien sûr au signe typographique, c'est-à-dire le tiret et le point d'interrogation. Alors, à travers tous les indices qu'on vient de relever, par quel moyen, à votre avis, le narrateur a-t-il rapporté les paroles qu'il a entendues? Vous avez raison, les paroles ont été rapportées au moyen du discours direct. Passons maintenant au texte numéro 2. Alors, qui parle dans ce texte, à qui et de quoi? Nous avons ma mère, nous avons également mon père. Donc, cette fois, nous avons une discussion, généralement à sens unique, c'est-à-dire de la maman vers le papa, une discussion entre les deux personnages, mais en présence de l'enfant qui est là en train d'écouter. La discussion tourne toujours autour de la lampe à pétrole, mais cette fois dans un sens un peu argumentatif, parce que la maman va tenter de persuader le père d'acheter une lampe à pétrole. Alors, où était le narrateur pendant ce temps et que faisait-il? On vient de le dire, le narrateur était présent lors de cette entrevue, et d'ailleurs, dans le texte, on peut relever le pronom « nous ». Le « nous » ici, qui englobe 3 personnages, le narrateur, son père et sa maman. Donc l'enfant a assisté à la conversation entre ses parents. Ceci se passe après le dîner en sirotant des verres de thé. Quel verbe le narrateur a-t-il utilisé pour introduire son discours? Tout à l'heure, on a vu dans le texte 1 le verbe dire et le verbe risquer. Ici, vous avez certainement remarqué la présence d'un autre verbe, c'est le verbe déclarer, qui garde sa forme infinitive. Donc le verbe déclarer, c'est le verbe qui sert à Sidi Mohammed pour introduire les paroles de sa maman. À quel temps les verbes prononcés par la maman sont-ils conjugués? Je vous laisse un petit moment pour voir le texte encore une fois et surtout regardez la fin du texte. Vous avez pu donc remarquer le verbe devenir, le verbe falloir, le verbe paraître et aussi le verbe s'amasser. Ces verbes-là sont conjugués à quel temps? Exactement, tous ces verbes sont conjugués au temps de l'imparfait de l'indicatif. Voilà donc une récapitulation du texte numéro 2. Encore une fois, vous avez en bleu l'ensemble du discours de la maman, vous avez en rouge le verbe introducteur, en noir la conjonction de subordination qui a permis d'introduire le discours, et vous avez en vert les 4 verbes qu'on a pu relever et qui sont tous conjugués au temps de l'imparfait de l'indicatif. Alors, à travers tous les indices qu'on vient de relever, comment le narrateur a-t-il donc rapporté les paroles de sa maman? Exactement, il les a rapportées au moyen du discours indirect. Dans le texte 1, le personnage narrateur Sidi Mohammed a présenté les paroles de sa maman et de sa voisine comme elles ont été prononcées, c'est-à-dire dans leur état d'origine. Il n'a apporté aucune modification à ce qu'elles ont dit. Ceci produit un effet de réalisme et d'authenticité
comme s'il était un témoin et comme si la scène se passait devant nos yeux. Alors, à votre avis, quel effet le recours au discours direct apporte dans un texte narratif? Eh bien, cela donne au texte un effet de réel, comme on vient de dire, et on a l'impression que les paroles sont prises sur le vif et que le texte est plus authentique et plus animé. Dans le texte numéro 2, c'est différent, puisque Sidi Mohammed a reformulé cette fois les paroles de sa maman qu'elle a adressées à son père, et il les a intégrées dans le récit, ce qui a créé une forme de fluidité dans la narration. Donc, quel effet le recours au discours indirect peut apporter au texte narratif? Eh bien, il permet de résumer les paroles qui ont été prononcées par le personnage, tout en les intégrant facilement, aisément dans la narration, sans rompre la continuité du récit. Essayons donc de récapituler tout ce qu'on vient de dire sous forme d'une synthèse. On va dire donc que le discours direct anime le récit, lui donne une sorte de réalisme, un effet d'authenticité et de réalité, ce qu'on ne trouve pas dans le discours indirect qui affecte un petit peu l'authenticité du récit. Mais de l'autre côté, dans le discours direct, on sent qu'il y a une forme de coupure, comme si le rythme de la narration était cassé, puisqu'on est obligé à chaque fois d'arrêter la narration, de mettre les deux points, les guillemets ou des fois le tirer pour présenter les paroles d'un personnage, ce qui crée une sorte de ralentissement de la narration. De l'autre côté, on n'a pas ce problème, puisque le discours indirect assure au récit la fluidité et la continuité. Et par là, la narration, elle est beaucoup plus accélérée. Essayons maintenant de nous exercer à travers deux exercices que je vais vous proposer. Le premier concerne un texte qu'on va essayer de lire, et puis on va essayer dans ce texte de distinguer les passages au discours direct des passages au discours indirect. On va par la suite essayer de montrer l'effet produit dans le récit. Le texte que je vous propose est extrait de la boîte à merveilles du chapitre numéro 2. Vous le trouverez à la page 21, puis à la page 23. Il concerne l'épisode de la visite de l'Aïcha. La visiteuse remarqua la pâleur de mon visage. « Qu'a-t-il ton fils ?» demande-t-elle. Et ma mère de répondre, « Les yeux du monde sont si mauvais. Le regard des envieux a éteint l'éclat de ce visage qui évoquait un bouquet de roses. » Elle parfuma son thé de verveine et de sauge, proposa à l'Aïcha une petite branche d'absinthe à mettre dans son verre. Elle refusa poliment, déclara que ce thé était déjà un véritable printemps. Je vous laisse un petit moment de réflexion pour distinguer les passages où il y a un discours direct des passages où il y a un discours indirect. Je pense que vous l'avez trouvé. En rouge, vous avez la partie discours direct de la maman et puis avant elle, de son amie intime, l'Aïcha. Et puis, à la fin du texte, la partie en bleu renvoie au discours indirect. Maintenant, pour l'effet produit, la première partie qui concerne le discours direct produit un effet de réalisme, d'authenticité, et elle ralentit en quelque sorte la narration. Par contre,
La deuxième partie en bleu, qui concerne le discours indirect, produit un effet d'économie, de fluidité, et elle accélère le rythme de la narration parce qu'elle ne casse pas la continuité des paroles. Le deuxième exercice que je vous propose, vous allez devoir le faire chez vous. C'est un petit exercice de rédaction à travers lequel vous allez raconter à la manière d'Ahmed Sfriwi le récit d'un souvenir d'enfance dans lequel vous allez rapporter les paroles de personnages de votre choix, une fois directement et une autre fois de manière indirecte, pour que le rythme de la narration soit varié. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour la séance d'aujourd'hui.